Il a fait main basse sur le Venezuela pour pouvoir y exploiter ses ressources. Il convoite désormais le Groenland, quitte à se mettre à dos les alliés européens, membres de l'OTAN. La partition que joue Donald Trump ressemble étrangement à celle qui a prévalu lors des siècles précédents. Sphère d'influence, impérialisme, colonialisme, c'est le retour d'un vocabulaire que l'on pensait réservé à nos livres d'histoire. Le retour aussi des discours que l'on pensait d'un autre temps, comme celui prononcé cette semaine par Emmanuel Macron devant les armées. L'accélération des périls commande d'accélérer le réarmement de la France. Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. Est-on en train de revenir durablement à un monde des empires où la force prime sur le droit, ou bien au contraire les temps ont-ils changé? Les recettes d'hier ne fonctionnent plus aujourd'hui. Est-ce le début de la fin pour les grandes puissances? Et à la fin, la paix? C'est très optimiste comme scénario, mais c'est celui que nous allons évoquer avec vous. Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Vous publiez un nouvel ouvrage intitulé « Par-delà la puissance et la guerre, la mystérieuse énergie sociale ». On va revenir sur cette énergie sociale, porteuse selon vous d'un nouvel espoir. Mais d'abord, Bertrand Badi, pourquoi cette tentation de la force encore et toujours au XXIe siècle pour des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël? C'est une méthode qui a fait ses preuves, donc on continue? Alors, pourquoi le recours à la force? Parce qu'il y a une demande sociale de force. Et c'est une des contradictions, un des paradoxes du sujet. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent dans tout l'hémisphère nord, qu'il s'agisse de l'Occident ou qu'il s'agisse de la Russie, de frustration et de déception devant la mondialisation, devant l'émergence d'un Sud global, devant un sentiment de déclin qui est partagé et qui structure ces comportements sociaux qui se traduisent en national-populisme, souverainisme, identitarisme, suprémacisme. Et puis, parce que, et c'est là qu'il faut être très prudent dans les affirmations qu'on avance, parce que la vieille puissance n'a plus fonctionné. Vous savez, la puissance, c'était le maître mot, la clé de voûte des relations internationales. C'est ce que le philosophe anglais Hobbes appelait l'effet gladiateur. Les États se querellaient entre eux pour régler leurs différends. Le plus fort et le plus rusé l'emportait et imposait sa loi. Ça, c'est terminé. Le paradoxe d'aujourd'hui, l'autre paradoxe d'aujourd'hui, c'est que la puissance est de plus en plus destructrice, et de plus en plus coûteuse, et de plus en plus meurtrière, mais de plus en plus inefficace. Avez-vous remarqué que les puissants perdent les guerres ou la plupart des guerres qu'ils mènent? Les États-Unis au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, l'URSS en Afghanistan, la Russie défiée par beaucoup plus petit qu'elle au bout de près de 4 ans de guerre, la France dans les guerres de décolonisation, comme l'Angleterre, ou plus récemment au Sahel. Donc, il faut bien voir que la force d'aujourd'hui, la puissance d'aujourd'hui n'a plus du tout la même signification que celle d'hier. Il n'y a pas de retour. D'ailleurs, l'histoire ne délivre que des allées simples. C'est pas pourtant, elle est similaire. C'est un impérialisme des ressources, c'est un impérialisme géographique pour conquérir de nouveaux territoires. C'est la même. Alors, toute puissance est liée à un acte de prédation. Monsieur de la Palisse, que j'ai consulté, me l'a confirmé. En revanche, ce qui caractérise la puissance d'aujourd'hui, c'est le fait qu'elle existe pour elle-même. C'est l'affichage de la puissance pour la puissance, comme ça a été le cas au Venezuela, où il n'y avait ni intérêt stratégique, ni intérêt politique, ni cette volonté qui animait les États-Unis au début de ce siècle de regime change, de démocratisation, de changer l'autre. Ce n'est même plus ça. Ce qui compte, c'est montrer ses muscles et, si possible, de ne pas trop les utiliser, parce que là, la demande sociale de puissance se transforme en réticence face au coût que représente un usage non contrôlé de la puissance. D'où ces valses hésitations qu'on voit à propos de l'Iran, où les États-Unis font un pas en avant, 2 pas en arrière et un pas de côté. D'où également le fait que la Russie elle-même se garde bien de critiquer l'initiative états-unienne au Venezuela ou au Groenland. Donc tout ça, c'est pour montrer
que la puissance est davantage dans la démonstration de force, qui rejoint l'ego des personnages qui la portent, que véritablement dans une stratégie qui aboutit. Et pourquoi l'Europe, elle est absente de ce jeu ? Est-ce qu'on peut la qualifier de faible, puisqu'elle ne joue pas le même jeu ? Alors, l'Europe a des ressources de puissance qu'elle ne veut pas voir. Vous savez que la puissance commerciale de l'Union européenne est supérieure à la puissance commerciale des États-Unis. Et donc là, il y a une carte à jouer. Vous savez que 2 États européens disposent du droit de veto au Conseil de sécurité qu'ils n'utilisent jamais, même face à des résolutions douteuses provenant des États-Unis, comme c'était le cas le 24 février 2025 à propos de l'Ukraine. De même, l'Europe à cette énergie sociale dont on parlera peut-être tout à l'heure et qui m'a beaucoup intéressé dans mes recherches récentes, qu'elle ne veut pas utiliser. Pourquoi ? Parce que l'Europe ne veut pas s'émanciper du parapluie américain. Et c'est là peut-être l'une des dissonances de notre époque tout à fait contemporaine. Depuis longtemps, les États-Unis ont compris que l'alliance était plus coûteuse que rétributrice, qu'il valait mieux jouer l'aubaine, le coup simple, détaché de tout engagement de fidélité, plutôt que de jouer la carte de l'engagement définitif. On est passé d'un monde structuré à un monde fluide, d'un monde de fidélité à un monde que j'appellerais, si vous permettez, de polyamour diplomatique. Et face à cela, l'Europe ne veut pas et ne peut pas réagir. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas opposer une politique étrangère unie, parce qu'elle a peur de faire un effort de défense réellement commun et collectif, et donc elle ne cesse d'ouvrir le parapluie américain dès que M. Trump le referme. Face à ces puissances, ces grandes puissances, notamment américaines, vous évoquez une nouvelle dynamique sur la scène internationale. Ce sont les énergies sociales, des opinions qui se structurent, qui s'identifient aux souffrances du monde. On l'a vu, vous le citez, avec les mouvements pro-palestiniens à travers le monde. De quelle manière ces énergies peuvent vraiment peser face aux logiques de puissance, selon vous ? Alors, premièrement, elles apparaissent comme un intrus. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de parler de social dans les périodes classiques des relations internationales. Comme disait à l'époque Raymond Aron, les relations internationales, c'est l'affaire du diplomate et du soldat. On a vu peu à peu les sociétés s'inviter dans la scène internationale de manière, et c'est pour ça que j'emploie le qualificatif mystérieux, de manière très confuse, très polymorphe, avec des résultats inégaux, mais qui, de toute façon, et c'est ça le grand événement depuis 1945, brouille complètement le jeu stratégique. Là, je parle de 1945 parce que ce phénomène s'amorce réellement avec la décolonisation. La décolonisation, c'est l'énergie sociale. Il n'y avait pas d'État chez les peuples colonisés, par définition. Ils vont d'eux-mêmes s'exprimer. Puis ensuite, il y a eu la mondialisation, la communication généralisée. 3 milliards d'individus sont connectés, donc voient le monde, donc ont tendance, comme vous le disiez, à s'identifier, à faire preuve d'empathie par rapport à des causes qui leur sont extérieures. Et tout ça crée une grande pagaille dans le jeu international. Pourquoi ? D'abord parce que les leaders du monde ne savent pas regarder ces mouvements sociaux, et parce que surtout, il est très difficile de les prévoir. Le modèle classique de relations internationales, la puissance classique, c'était la force contre la force, et donc la prévisibilité était forte, et le stratège était maître du jeu. Aujourd'hui, comment voulez-vous qu'on maîtrise une dynamique qui entraîne des milliards d'individus ? Regardez comment la mobilisation en Iran a complètement fait vaciller les stratégies des puissants. La force l'a emporté pour l'instant. Pardon ? Sauf que la force l'a emporté. Ah oui ? Ah bon ? Ah, bah je savais je parle pas. des manifestants. Faut que je en regarde ce moment, votre journal. Les manifestants, pour l'instant, sont réprimés et la force Écoutez, gagne. moi, je constate que d'abord, jamais ce régime a été autant affaibli. Moi, je constate que face à un mouvement d'une ampleur incroyable, tous les États ont vacillé. En tous les cas, ceux qui sont impliqués ont vacillé dans la définition de leur stratégie.
On a vu coup sur coup les États-Unis, un pas en avant, un pas en arrière. On a vu Israël aussi commencer à douter de la pertinence de l'usage de la force. On a vu les puissances arabes du Golfe Persique tout d'un coup se porter au secours de ce que l'on considérait pas comme leur ennemi, mais en tous les cas un État avec lequel ils n'avaient pas l'habitude de s'entendre. Moi, je crois qu'au contraire, contrairement à ce que vous dites, c'est toutes les forces qui ont été mises en faillite, un régime iranien qui en sort affaibli, et effectivement des politiques étrangères, des puissances locales ou mondiales qui perdent leur boussole. Une dernière question très rapidement. La question qui fâche, ça s'intitule « À la fin, la paix ». Vous y croyez qu'à la fin, ces puissances, de toutes les façons, elles vont décliner? C'est une preuve de leur impuissance et c'est la paix qui va prédominer? Alors évidemment, on pourrait le souhaiter. Le problème, c'est que l'usage de la puissance est de plus en plus coûteux et inefficace, mais cependant, les politiques, les princes de ce monde s'y cramponnent parce qu'abandonner ce vieux schéma, c'est abandonner leurs ressources principales d'existence, d'affirmation et de pérennisation. Maintenant, de plus en plus, on a conscience que la formule vraiment rentable, c'est une politique de paix construite. La paix construite, c'est pas la non-guerre. La paix construite, c'est un ordre mondial que le multilatéralisme est là pour construire. Il y a énormément de forces dans le monde qui agissent en ce sens, les ONG, les grandes institutions internationales. Et maintenant, il y a un élément nouveau, c'est que les relations internationales relèvent de la responsabilité de chacun, à vous, à moi, d'agir en ce sens. Merci beaucoup Bertrand Badi d'avoir été l'invité de la question qui fâche. Je laisse la main tout de suite à Fatima Taouane pour le Journal de l'Afrique et on se retrouve juste après.